Personne ne change avant d'avoir changé son énergie. Et lorsque vous changez votre énergie, vous changez votre vie. Après 8500 analyses cérébrales, je peux vous dire que vous et moi sommes au maximum de notre potentiel lorsque nous dépassons nos limites. C'est le moment élégant où nous sommes suffisamment libres pour créer sans aucune contrainte. Ce monde est un monde du prévisible. On passe son temps à essayer de prédire le futur. Mais le modèle quantique des réalités consiste à provoquer un effet. Dès l'instant où vous commencez à vous sentir abondant et digne, vous générez de la richesse. Dès que vous êtes galvanisé et que vous le ressentez, vous commencez à vous diriger vers votre succès. Au moment où vous commencez à vous sentir tellement bien dans votre peau, vos sentiments commencent. Et quand vous vous aimez, que vous aimez tout de la vie, vous créez un égal et vous causez un effet. Je pense que c'est la différence entre vivre en tant que victime dans votre monde en disant « je suis comme ça à cause de cette personne ou de cette chose ou de cette expérience. On m'a fait penser et ressentir ça. » Lorsque vous changez ça, vous devenez un créateur de votre monde et vous commencez à dire « ma pensée et mon sentiment ont changé un résultat dans ma vie. » Et là, c'est un tout autre jeu. On commence à croire davantage que nous sommes des créateurs de la réalité. Si vous n'êtes pas défini par votre vision de l'avenir, vous vous retrouvez avec les vieux souvenirs du passé et vous serez prévisible dans votre vie. Si vous vous réveillez le matin et que vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir, du coup, comme vous voyez les mêmes personnes, que vous allez aux mêmes endroits et faites exactement la même chose au même moment, on n'est plus dans le cas où votre personnalité crée votre réalité personnelle. Là, c'est plutôt que votre réalité personnelle affecte ou crée votre personnalité. Votre environnement contrôle vraiment ce que vous pensez et ressentez inconsciemment parce que chaque personne, chaque chose, chaque endroit, chaque expérience a un réseau neurologique dans votre cerveau. Chaque expérience que vous avez avec chaque personne produit une émotion. Certaines personnes se servent de leur patron pour réaffirmer leur dépendance au jugement. Elles se servent de leur ennemi pour réaffirmer leur dépendance à la haine. Elles se servent de leurs amis pour réaffirmer leur dépendance à la souffrance. Elles ont alors besoin du monde extérieur pour ressentir quelque chose. Donc, changer, c'est être plus grand que votre environnement. Être plus grand que les conditions de votre monde et l'environnement. Et ça, c'est plaisant. Alors pourquoi la méditation est-elle un outil ? Eh bien, asseyons-nous, fermons les yeux, déconnectons-nous de notre environnement extérieur. Si vous voyez moins de choses, c'est moins de stimulation pour votre cerveau. Si vous jouez de la musique douce ou si vous avez vos écouteurs, moins d'informations sensorielles viennent à votre cerveau. Vous vous déconnectez donc de votre environnement. Si vous pouvez asseoir votre corps et lui demander de rester là comme un animal et lui dire « reste juste comme ça, je vais te nourrir et quand on aura fini, tu pourras te lever et vérifier tes emails. Tu pourras répondre à tous tes messages. Mais maintenant, tu vas t'asseoir ici et m'obéir. » Donc, quand vous faites ça correctement et que vous ne mangez rien, ne sentez rien ou ne goûtez à rien, vous n'êtes pas en train de vivre ni de ressentir quoi que ce soit, là, vous serez d'accord avec moi que vous avez été défini par une pensée, n'est-ce pas ? Donc, quand le corps veut revenir à son passé émotionnel et que vous prenez conscience que votre attention est sur cette émotion, l'endroit où vous placez votre attention est l'endroit où vous placez votre énergie. Vous transformez votre énergie du moment présent en énergie du passé et vous devenez conscient de cela. Vous réinstallez votre corps dans le moment présent parce que vous vous dites « bah alors, il est 8 heures ? D'habitude, on se fâche à cette heure-ci parce qu'on est dans les embouteillages et là, t'es assis. On a l'habitude de se sentir en colère et t'es pas dans les temps là. Oh, il est 11 heures et généralement à cette heure-là, on vérifie nos emails et on juge tout le monde. » Bref, le corps cherche cet état chimique prévisible. Chaque fois que vous prenez conscience que vous faites cela,
et que votre corps a soif de ces émotions et que vous le réinstallez dans le moment présent, vous dites au corps qu'il n'est plus l'esprit, que vous êtes l'esprit et que votre volonté devient plus grande que le programme. Si vous continuez à faire ça encore et encore, tout comme lorsqu'on dresse un étalon ou un chien, au bout d'un moment, le corps va juste se dire « Bon je vais m'asseoir ». Et au moment où ça se produit, le corps n'est plus l'esprit. Quand finalement il se rend, il y a une libération d'énergie. On passe de particules à ondulations, de matière à énergie. Et nous nous libérons des chaînes de ces émotions qui nous maintiennent dans un passé familier. On a vu ça des milliers de fois. En fait, on peut réellement le prédire maintenant sur un scanner cérébral. Quand je traverse une période de changement dans ma vie où il y a un résultat spécifique que je veux créer, j'adore me lever tôt le matin. C'est mon moment. Je suis un gars de 4h30 du matin parce que c'est mon heure. Le reste de la journée, je sers, mais j'aime me lever tôt, changer, travailler et avoir du temps pour moi. Je crois que lorsque j'investis en moi, j'investis dans mon avenir. À ce moment de ma matinée, personne ne me dérange. À cause des ondes cérébrales et de la chimie du cerveau, la porte entre l'esprit conscient et l'esprit subconscient est plus ouverte. Donc si je me lève tôt et que je suis un peu entre θ et alpha, je n'ai plus à travailler aussi dur. Je ne suis pas en train de penser, je peux juste me détendre un peu dans l'instant. Et le soir, je me demande toujours comment j'ai fait. Pourquoi cette sensation d'avoir vécu toute une vie en un jour ? Pourquoi suis-je tombé en disgrâce ? Qu'est-il arrivé ? Et donc, quand je vois que j'ai réagi envers quelqu'un ou quelque chose, ou que j'ai fait un choix alors que j'aurais pu en faire un meilleur, les fois où ça m'est arrivé, j'ai naturellement, et on fait tous ça, commencé à me demander si la même situation se reproduisait, comment est-ce que je pourrais gérer ça différemment ? Et c'est le fait de commencer à élaborer un nouveau plan, le fait de le répéter dans votre esprit qui commence à installer les circuits dans votre cerveau, à amorcer les choses afin que lorsque la prochaine expérience se produira, vous puissiez modifier votre comportement pour faire un meilleur travail dans la vie. C'est ce qu'on appelle la plasticité. Pour moi, peu importe le type de méditation que je pratique, ça n'a plus vraiment d'importance pour moi. J'aime juste me lever dans un nouvel état d'être. Il y a des gens qui me disent « Hey, j'ai raté ma méditation aujourd'hui. » Genre, j'étais censé me mettre comme ci ou comme ça. Et moi, je leur dis « Les yeux ouverts ou les yeux fermés, quand vous êtes passionné par quelque chose... » Vous savez, quand les gens ne peuvent pas se lever le matin, qu'ils ont du mal à sortir du lit, je vais vous dire pourquoi ça arrive. C'est parce qu'ils peuvent prédire le sentiment de tout ce qui va se passer dans leur vie. Le corps s'est résigné face au familier et il se dit « Oh là là, encore une autre journée banale. » Mais rappelez-vous, quand vous étiez enfant et que vous deviez aller en sortie scolaire, en excursion, qu'est-ce qu'il se passait ? Vous étiez debout, habillé et prêt à partir avant même que vos parents ne soient levés. Vous comprenez pourquoi ? Parce que vous saviez que quelque chose d'inattendu allait se produire. Eh bien, c'est comme ça qu'on devrait vivre notre vie. En nous réveillant avec la compréhension qu'on est censé s'attendre à l'imprévu et que quelque chose d'inhabituel devrait se produire dans notre vie à la suite de nos efforts. C'est juste à ces moments du début où ça commence à se produire qu'on arrive à se prouver à quel point on est vraiment puissant. Alors prenez le temps le matin ou le soir et le reste de la journée, vérifiez avec vous-même à un certain moment pour voir si vous êtes toujours dans cette énergie. Et si vous ne vous cherchez pas d'excuses une seconde, augmentez votre énergie et revenez dans votre vie. Si vous continuez à le faire encore et encore, vous deviendrez moins frustré, moins impatient, moins critique. Ça deviendra juste quelque chose du passé et vous serez quelqu'un d'autre. Comme je vous l'ai déjà dit, je pense que 70% du temps, les gens vivent dans le stress et vivre dans le stress, c'est vivre dans la survie. Tous les organismes dans la nature peuvent tolérer le stress à court terme. Vous savez, un cerf est poursuivi par un tas de coyotes. Quand il a réussi à fuir les coyotes, il retourne paître et l'événement est terminé. La définition du stress est la suivante. Lorsque votre cerveau et votre corps sont déséquilibrés,
hors de l'homéostasie. La réponse au stress est ce que le corps fait en général pour se remettre en ordre. Donc, vous conduisez sur la route, quelqu'un vous fait une queue de poisson, vous freinez brusquement dans un sursaut, vous lui faites un doigt d'honneur, puis vous revenez à vous-même. L'événement est alors terminé et boum, maintenant tout est revenu à la normale. Mais que faire si ce n'est pas un prédateur qui vous attend à l'extérieur d'une grotte, mais votre collègue assis juste à côté de vous et que toute la journée vous allumez ses produits chimiques parce qu'il appuie sur tous vos boutons émotionnels. Lorsque vous activez la réponse au stress et que vous ne pouvez pas l'éteindre, vous vous dirigez vers la maladie parce qu'aucun organisme dans la nature ne peut vivre en mode d'urgence pendant une trop longue période. C'est un fait scientifique avéré que les hormones du stress régulent à la baisse les gènes et créent des maladies. C'est l'effet à long terme. En raison de la taille du néocortex chez les êtres humains, nous pouvons activer la réponse au stress rien qu'en pensant. Penser à nos problèmes et allumer ces produits chimiques. Ça signifie que nos pensées pourraient nous rendre malades. Donc, s'il est possible que nos pensées nous rendent malades, est-il possible alors que nos pensées puissent nous faire aller bien ? La réponse est absolument oui. Quelles sont alors les émotions liées à la survie ? Ce sont colère, agression, hostilité, haine, compétition, peur, anxiété, inquiétude, douleur, souffrance, culpabilité, honte, indignité ou envie, jalousie. Elles sont toutes créées par les hormones du stress et en psychologie, on les appelle les états de conscience humains normaux. Je les appelle états de conscience modifiés. Donc nous avons tendance à nous souvenir davantage de ces événements traumatisants, parce qu'en situation de survie, vous feriez mieux d'être prêt si cela se reproduit. C'est un gène de survie qui est activé. Vous pourriez avoir 10 très bonnes choses qui vous sont arrivées dans votre journée. D'un coup, vous avez juste une mauvaise nouvelle qui se produit et vous ne pouvez pas détourner votre attention de cette mauvaise chose parce que le gène de survie est activé. De nombreuses années après la découverte de l'hélice d'ADN par Watson et Crick, ils ont dit que les cicatrices de la vie, que, vous savez, toutes les maladies sont créées à partir de gènes. Il s'avère que moins de 5%, pas beaucoup plus que 1% des personnes sur la planète naissent avec une maladie génétique comme le diabète de type 1 ou la maladie de Tay-Sachs ou l'anémie falciforme. Les 95 à 99% restants sont créés par votre style de vie et par vos choix. Vous pouvez prendre deux jumeaux parfaitement identiques qui ont eu exactement le même génome. L'un meurt à 51 ans, l'autre à 85 ans. Même gène, mais environnement différent. Et alors, au bout d'un certain temps, Watson et Crick ont dit « Nous avions menti. C'était faux. Ce ne sont pas les gènes qui créent la maladie. C'est l'environnement qui signale le gène qui crée la maladie. » Et ça, ok, mais ce n'est pas toute la vérité non plus, parce que vous pourriez avoir deux personnes travaillant côte à côte dans la même usine. L'un contracte un cancer après avoir été exposé à un cancérogène pendant 25 ans, mais alors qu'ils ont tous deux travaillé côte à côte pendant 25 ans, l'autre n'a aucun cancer. Il doit donc y avoir un ordre interne qui permettrait à une personne de ne pas l'attraper alors qu'une autre personne le fait. Est-il donc possible, si l'environnement signale le gène, et d'ailleurs c'est le cas, rappelons-nous que le produit final d'une expérience dans l'environnement est appelé une émotion, est-il donc possible de signaler le gène avant l'environnement en embrassant une émotion élevée ? On a fait des recherches à ce sujet, ce qui nous a permis de mesurer 7500 expressions génétiques différentes dans un groupe de personnes qui étaient venues à un événement pendant 4 jours. On leur a fait pratiquer une méditation assise, une méditation ambulante, une méditation allongée, une méditation debout aussi. Et au bout de 4 jours, juste 4 jours, 8 gènes communs étaient régulés à la hausse. 2 gènes pour supprimer les cellules cancéreuses et la croissance tumorale, 2 gènes pour la neurogénèse, la croissance de nouveaux neurones en réponse à de nouvelles expériences comme l'apprentissage, le gène qui signale aux cellules souches d'aller dans les zones endommagées pour les réparer, le gène du stress oxydatif, ils ont tous été régulés à la hausse.
on a commencé à voir tous ces gènes qui sont très très sains pour faire prospérer le corps. Alors imaginez si les gens faisaient ça pendant 3 mois. On a également mesuré les télomères, vous savez, les petits lacets de chaussures à la fin de l'ADN qui nous disent notre âge biologique. Demandez aux gens de faire le travail, la méditation, 5 jours sur 7 pendant 60 jours. Et rappelez-vous que mesurer leurs télomères détermine leur âge biologique. Eh bien, 60 jours plus tard, 74% des personnes allongent leurs télomères. Pour 40%, il y a un changement significatif. Pour 20%, un changement très remarquable. Cela signifie qu'ils ont récupéré un peu plus de leur vie. Si les télomères s'allongent de 10%, c'est qu'ils ont récupéré 10% de leur vie.